Dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction de répartition. Alors, prenons R, muni d'une tribu qui contient les Borréliens, et une mesure de probabilité P sur cette tribu. On appelle fonction de répartition l'application qui va de R, dont 0, 1, et qui à X fait correspondre la probabilité, la mesure de l'intervalle moins l'infini, X. Donnons tout de suite un exemple. Si je modélise le D, alors le D, je l'avais modélisé avec un ensemble oméga qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aussi le modéliser avec un ensemble oméga qui est R, simplement. La mesure de probabilité, ce sera la mesure de Dirac en 1 fois 1 sixième, plus la mesure de Dirac en 2 fois 1 sixième, plus etc., plus la mesure de Dirac en 6 fois 1 sixième. Donc voici essentiellement la fonction correspondante, enfin la mesure correspondante. Ça va me donner ça une fonction de masse. On va avoir du coup 0 partout. Et puis en 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ça va valoir 1 sixième. Bon. Quelle est la fonction de répartition? La fonction de répartition, si x est inférieur à 1, la fonction de répartition est nulle, puisque la probabilité de l'intervalle moins l'infini, quelque chose qui est plus petit que 1, strictement, ce sera 0. Bon, il suffit d'appliquer la mesure. Entre 1 et 2, eh bien, j'aurai un sixième. Et puis entre 2 et 3, j'aurai un sixième, et plus un sixième, donc 2 sixièmes, donc un tiers. Ensuite, j'aurai un demi, puis etc. Et puis à partir du moment où j'arrive à 6, eh bien, j'aurai la fonction de répartition qui sera constante égale à 1. Donc voilà la fonction de répartition en rouge à droite de l'écran. Alors notez d'ailleurs que dans la fonction de répartition, le crochet inclut le x. Donc ça, c'est à remarquer effectivement, puisque du coup, on aura donc la valeur en 1, la valeur en 2, la valeur en 3, et jusqu'à la valeur en 6, donc sont bien comprises dans l'intervalle. Donc voilà la définition d'une fonction de répartition. Alors, quelques propriétés. Première propriété, f est croissante, forcément. F est continue à droite, et la limite de f en moins l'infini, c'est 0, et la limite de f en plus l'infini, c'est 1. Alors pourquoi je dis évidemment c'est croissant? Parce que si x est plus petit que y, forcément l'intervalle moins l'infini x sera inclus dans l'intervalle moins l'infini y, et donc la probabilité du premier sera plus petite que la probabilité du deuxième. C'est la propriété des mesures. Donc forcément, f de x sera plus petit que f de y. Donc la croissance de la fonction est évidente. Si, pour le deuxième point, la continuité à droite, si je prends une suite décroissante convergeant vers x, donc décroissante convergente vers x, vous voyez, donc vous arrivez par là, par droite. Eh bien, l'intervalle moins l'infini x sera inclus dans moins l'infini xn, et l'intersection des moins l'infini xn, ce sera l'intervalle moins l'infini x. Donc, du coup, ce que ça va nous donner, c'est que la mesure de la probabilité de l'intersection, ce sera la probabilité de moins l'infini x. Puis le troisième se place évidemment de manière complètement analogue au deuxième, par des inclusions d'intervalles. Voilà. Donc, la propriété d'une fonction de répartition, ce sont les trois propriétés importantes, trois propriétés qu'on indique ici, c'est la croissance, la continuité à droite, et puis le fait que en moins l'infini, sa limite c'est 0, en plus l'infini, sa limite c'est 1. Alors à ce stade, il y a deux questions naturelles qui se posent. La première question, c'est si je prends une fonction f de R dans R qui a ces propriétés, est-ce que c'est la fonction de répartition de quelqu'un? Est-ce qu'il existe une mesure de probabilité qui a cette fonction f comme fonction de répartition? C'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que la fonction de répartition caractérise la mesure de probabilité? Dit autrement, est-ce qu'on peut avoir deux fonctions, essentiellement, est-ce qu'on peut avoir deux fonctions de répartition, est-ce qu'on peut avoir deux mesures de probabilité qui ont la même fonction de répartition, ou deux fonctions de répartition qui ont la même mesure de probabilité? Donc ça, c'est deux questions, effectivement, qui sont assez naturelles à ce stade. Je vous laisse y réfléchir quelques instants. Alors, la réponse
à la première question, c'est oui. La fonction f, effectivement, elle est forcément c'est pas si elle a ces propriétés-là, elle sera forcément la fonction caractéristique d'une mesure de probabilité. Et la réponse à la deuxième question est également oui, ce qui veut dire que du coup, en plus, cette mesure de probabilité dont elle sera la fonction caractéristique est unique. Alors, quand vous avez réfléchi, vous êtes sans doute dit, bon, c'est clair cette histoire, parce qu'on voit bien si on prend un petit delta à droite, on prend un petit delta à gauche, bon, donc on se dit c'est clair. Et, sauf que c'est pas clair du tout. Alors bon, c'est vrai, mais la démonstration est très compliquée. Alors ça d'ailleurs, très souvent, enfin très souvent, en tout cas de temps en temps, on peut avoir des intuitions comme ça dont il faut se méfier. C'est-à-dire que avoir des intuitions, c'est très bien, heureusement d'ailleurs qu'on a des intuitions, sinon pour faire des démonstrations, on serait ennuyé. Mais les intuitions, ensuite, il faut pouvoir les rédiger jusqu'au bout. Hein. Si on commence à utiliser des termes du type « il est clair que », etc., c'est qu'en fait, on n'a pas la démonstration. Quand je dis « démontrer jusqu'au bout », c'est donc partir des propriétés, etc. Et là, c'est pas du tout évident à faire. Alors, pas du tout. On va énoncer le théorème, mais on va l'admettre. Et le théorème dit que, effectivement, si j'ai une fonction, donc il y a les propriétés 1, 2 et 3, alors, eh bien, c'est la fonction de répartition d'une mesure de probabilité. Il existe une mesure de probabilité, dont c'est la fonction de répartition. Pour la deuxième question, donc là aussi on a un théorème qui va dire que si R est muni de l'attribut de Borel, et si P1 et P2 sont deux mesures, si F1 et F2 sont leurs mesures de répartition respectives, eh bien il y a équivalence entre F1 égale F2 et P1 égale P2. Alors la démonstration là aussi est très compliquée. On va pouvoir la faire en admettant un lemme intermédiaire. Alors, faisons-la. Bon, déjà, il y a un sens qui est trivial. Hein, c'est-à-dire que si P1 égale P2, forcément, les fonctions de répartition sont égales. Ça résulte de la définition de la fonction de répartition. Là, il n'y a pas de problème. En revanche, c'est le fait de revenir qui est difficile. C'est-à-dire que si je prends F1 qui est égal à F2, comment est-ce que je peux démontrer que P1 égale P2? Dit autrement, si chaque fois que je prends X dans R, la probabilité de moins l'infini x est égale à la probabilité de moins la probabilité 1, hein, P1, de moins l'infini x est égale à P2 de moins l'infini x, comment est-ce que je peux démontrer que P1 égale P2? Alors pour faire ça, on va utiliser ce qu'on appelle un pi-système. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pi-système? Eh bien un pi-système sur oméga, c'est une collection de parties, hein, l'ensemble des parties d'oméga, qui est stable par intersection finie. Alors, on a déjà vu des pi-systèmes jusqu'à présent, hein, les topologies, c'est un pi-système, hein, puisque c'est évidemment stable par intersection finie. Les tribus, c'est un pi-système, puisque c'est également stable par intersection finie. Et puis, il y a l'ensemble des moins l'infini x, c'est également un pi-système, puisque vous prenez moins l'infini x et puis moins l'infini y, vous faites l'intersection, mais il y en a un des deux qui est plus petit que l'autre, donc forcément, l'intersection, c'est bien un élément qui est dans cet ensemble. Donc, c'est un pi-système. Vous voyez venir. Eh bien, il y a un lemme, qui est le lemme suivant, qui s'appelle le lemme de la classe monotone, qui dit que deux mesures de probabilité qui coïncident sur un pi-système, eh bien, coïncident également sur la tribu engendrée par ce pi-système. Alors, revenons à notre démonstration. Manifestement, les mesures de probabilité coïncident sur le pi-système constitué des moins l'infini x, hein, des intervalles moins l'infini x. Donc, ce qu'on doit démontrer simplement, c'est que la tribu engendrée par les moins l'infini x, c'est la tribu des Boréliens. Bon. Ça, en fait, c'est pas si difficile que ça, parce que l'inclusion dans un sens se fait assez bien, puisque moins l'infini x, c'est des intervalles fermés. Hein. Donc, ils sont bien dans les Boréliens, puisque je rappelle que les fermés, c'est les complémentaires des ouverts, et qu'on doit avoir la complémentarité, enfin, les tribus, ça va être stable par complémentarité. Donc, forcément, quand on engendre, ils vont forcément être dans B2R. Donc, ça, c'est forcément. Et puis, l'inclusion de l'autre côté, je rappelle que la topologie, une base de la topologie, c'est des intervalles AB, hein, ouvert en A, ouvert en B. Donc, tous les ouverts de R peuvent être reconstruits à partir sont engendrés par les intervalles AB, topologie usuelle bien sûr, et ces intervalles AB, on va pouvoir les écrire
comme une des réunions et d'intersections d'intervalles qui sont des intervalles de notre pi système. Hein. Donc c'est facile, voilà. Typiquement l'intervalle AB c'est la réunion d moins l'infini b moins 1 sur n, inter moins l'infini a. Bon, bref. On va arriver à écrire ça sous la forme sous la forme d'intersection et de réunion avec des éléments de mon pi système. Et donc effectivement j'ai bien l'égalité des tributs B de R et de l'attribut engendré par mon pi système moins l'infini x, ce qui conclut la démonstration. Alors, ça conclut la démonstration avec quand même on a admis un théorème, un lemme très important, celui qui fait marcher les choses, en fait, dans cette démonstration. Alors, donnons une proposition tout de suite, hein, qui est la suivante. C'est finalement, si je regarde la mesure du singleton x, alors le singleton x, c'est bien un attribut de Borel, eh bien, ça sera f de x moins la limite de f de t lorsque t tend vers x, mais x moins. Hein. Certains d'ailleurs écrivent f de x moins pour dire cette limite. Bon. Alors, pourquoi ? D'abord parce que cette limite de f en x moins, c'est la probabilité de l'intervalle moins l'infini x ouvert en x, et que l'intervalle moins l'infini x fermé en x, c'est l'intervalle moins l'infini x ouvert en x union le singleton x. Donc la probabilité de l'intervalle moins l'infini x fermé, c'est la probabilité de l'intervalle moins l'infini x ouvert en x plus la probabilité du singleton. Voilà, donc effectivement, ça en résulte immédiatement. Il y a un corollaire qui est intéressant, c'est que la fonction de répartition, du coup, est continue si et seulement si la mesure de probabilité associée est sans atome, diffuse. Ah oui, parce que si, vous voyez, P de x, ça a une valeur non nulle, eh bien, vous n'avez plus de continuité, vous n'avez pas de possibilité de continuité à cet endroit-là. En revanche, si partout la mesure, la probabilité du singleton x, c'est 0, eh bien, on n'aura que la limite à gauche et la limite à droite de f sont égales à la valeur de f. Donc on a bien la continuité dans ce cas de f. Voilà. Donc ça, effectivement, ça sera du coup un corollaire intéressant. Proposition, si je prends une mesure de probabilité de densité f, alors, eh bien, ce qui va se produire, c'est que sa fonction de répartition sera l'application grand F qui a x associe l'intégrale entre moins l'infini et x de la densité. Voilà. Et donc ça, vous voyez, ça veut dire que ça nous donne un lien entre la fonction de répartition et la densité lorsque la mesure est une mesure avec une densité.